que nous pouvons commencer donc cet atelier qui propose de réfléchir aux opportunités de collaboration entre acteurs de la recherche et acteurs socio-économiques dans le domaine de l'économie circulaire en région. Donc, je suis Diana Garcia-Bernet, je suis ingénieure de recherche INRAE. INRAE qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Pour animer cet atelier, je suis accompagnée aujourd'hui de Julie Jiménez, qui est chargée des recherches également INRAE, et de Mei-Ling Leison, qui est chargée des missions à la région Occitanie. Le programme que nous vous proposons ce matin est le suivant. Donc, tout d'abord, une très courte présentation du groupe de travail Recherche et Innovation, du PRAEC, qui est à l'origine de la réflexion sur la place de la recherche en économie circulaire en Occitanie. Vous trouverez plus d'infos sur ce groupe de travail dans le booklet, la brochure qui a été partagée donc, dans le fil de la discussion. Ensuite, nous commencerons le workshop à proprement parler avec en première partie une présentation par Maria Vidal-Tarasson de l'Agence de déchets de Catalogne qui va partager avec nous l'expérience et les initiatives mises en place donc, dans sa région en Catalogne pour favoriser l'économie circulaire. Muchas gracias, María, de haber aceptado de participar. Donc, cette présentation sera faite en espagnol, donc avec une traduction simultanée en français. Nous vous demandons donc un peu d'indulgence, mais vous verrez, ça sera très intéressant d'avoir l'expérience et le point de vue de Maria et de la Catalogne sur les initiatives en économie circulaire. La table ronde de la deuxième partie du workshop, va regrouper des acteurs régionaux concernés par l'économie circulaire. Donc, nous avons la chance d'avoir autour de la table Marion Crest, qui est responsable du cluster bioressources et du Bioresource Lab Suez, très récemment installé à Narbonne, qui est donc un centre de recherche et d'innovation dédié à la valorisation des déchets organiques. Ensuite, nous avons avec nous Patrick Lacroix-Demas, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut Charles Guérard à Montpellier, et ses travaux de recherche concernent la synthèse, la caractérisation et l'utilisation des polymères avec une ambition de circularité. Et finalement, Guillaume Heras, qui est première vice-présidente du Grand Narbonne, en charge, entre autres, notamment de la gestion et de la valorisation des déchets et de l'économie circulaire. Vous pourrez également découvrir dans la brochure qui a été partagée leur parcours de façon détaillée. Donc, avant de commencer, je vous invite à prendre connaissance des règles du webinaire, donc qui sont les mêmes qui ont été donc utilisées depuis le début de ce forum, hein, pour ceux qui ont participé. Étant donné que la présentation de Maria se fera en français et avec une traduction, en espagnol, pardon, avec une traduction en français, je vous demande donc plutôt de poser vos questions par écrit. Donc, de façon très rapide, je voudrais quand même donc vous présenter ce groupe de travail 5 Recherche et Innovation, donc du PRAEC. Donc, le PRAEC, en fait, est le plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, donc qui a été mis en place par la région Occitanie et qui est issu lui-même donc du plan régional des préventions et des gestions de déchets. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce plan d'action, mais vous pouvez donc le consulter, notamment sur le site de la région et sur la plateforme Cyclope. Donc, plusieurs groupes de travail composent ce plan d'action, donc participent, ou donnent vie en fait à ce PRAEC avec des acteurs de l'économie circulaire en région, hein, dans tous les domaines et les secteurs. Et donc aujourd'hui, nous parlons donc du groupe de travail 5, Recherche et Innovation en économie circulaire, dont l'ambition est de créer un pôle de recherche pluridisciplinaire, mais également une vraie dynamique de recherche en région sur l'économie circulaire. C'est vraiment ça l'ambition de notre groupe de travail. Ce groupe actuellement est composé
d'11 laboratoires et d'une vingtaine de chercheurs et des chercheuses que vous pouvez découvrir donc, sur cette carte. Comme les autres groupes de travail, il a mis en place un plan d'action avec différentes actions et déclinaisons opérationnelles. Et je vous parle, donc je ne vais pas non plus donc, détailler aujourd'hui, mais que vous pouvez consulter donc, notamment donc, sur la plateforme pour avoir plus d'informations. Mais je voudrais surtout aujourd'hui parler de ces deux dernières déclinations opérationnelles qui sont actuellement en cours, bon, qui ont pris un peu de retard évidemment avec les événements qu'on connaît donc, cette année, qui est le fait de réfléchir ensemble avec les différents acteurs de l'économie circulaire à un plan, à des projets pour éventuellement arriver à un appel à projet et des recherches sur l'économie circulaire en Occitanie et surtout à l'organisation d'un congrès scientifique sur l'économie circulaire en Occitanie en 2021. Et donc, je vous donne rendez-vous, donc nous espérons que nous pourrons le réaliser en 2021 à Narbonne. Encore une fois, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Et pour finir, avant de passer à la présentation de Maria, donc un petit aperçu d'un délivrable qui a été réalisé par le groupe, donc qui est le bilan des domaines qui sont couverts donc par les chercheurs et les chercheuses donc en économie qui s'intéressent à l'économie circulaire en région. Donc et au cours donc d'un ce livrable, 8 thèmes ont été définis, donc avec à peu près une cinquantaine de mots-clés qui couvrent en fait qui couvrent donc les compétences de ce groupe, des chercheurs, des scientifiques de ce groupe. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc contacter Pascal Viraud, qui est le pilote de ce groupe de travail. Donc, nous pouvons maintenant passer à la première partie donc, de notre workshop. Avec la présentation de Maria Vidal-Tarrasson de l'Agence de déchets de Catalogne. Donc, sa présentation est en fait sous-produits et économie circulaire en région avec l'exemple de la Catalogne. Maria, bienvenida. Merci beaucoup. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Sí, perfecto. Bonjour à tous, merci beaucoup por la invitación. Hablaré en castellano, hablo muy mal francés, os pido disculpas. Je vais parler en espagnol, je suis désolée, je parle très mal français. Mi presentación tratará sobre los subproductos y la economía circular en Cataluña. Ma présentation sera sur la gestion des déchets, l'économie circulaire en Catalogne. Presento donde trabajo en la Agencia de Residuos de Cataluña, que es una entidad pública que tenemos competencias sobre los residuos que se generan en Cataluña y aquellos que se gestionan en su ámbito territorial, ya sean industriales, municipales, sanitarios o agropecuarios. Je travaille à l'Agence des déchets de Catalogne, qui est une entité publique s'occupant des déchets générés donc, en Catalogne et ceux qui sont générés dans un périmètre territorial, que ce soit des résidus industriels, municipaux, d'origine médicale ou hospitalier ou agricole. El párrafo de abajo veréis todos aquellos residuos sobre los cuales no tenemos competencia sobre su gestión. Le paragraphe qui est en bas de la slide présente en fait les exceptions des déchets que nous ne gérons pas. ¿Qué entendemos en Cataluña? ¿Qué es un subproducto? Un subproducto son los residuos que se pueden utilizar directamente como materias primeras de otras producciones o como sustituto de productos comerciales y que son recuperables sin necesidad de someterlos a tratamientos previos.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par sous-produit? Les déchets pouvant être utilisés directement comme matière première d'autres productions ou comme substitut de produits commerciaux et qui sont récupérables sans avoir à les soumettre à des traitements. El subproducto está definido en la normativa catalana desde el año 1993. Donc, cette définition de sous-produit est décrite par la norme depuis 1993. Por tanto, entendemos como subproducto el residuo que se genera en una empresa A y que una empresa B lo aprovecha como materia primera. Donc, un sous-produit, qu'est-ce qu'on entend par sous-produit? Donc, une industrie A va générer donc, ce sous-produit qui va être réutilisé par une industrie B. Aquí en este esquema veis que el residuo que genera un productor puede ir como residuo a un gestor de residuos o puede aprovecharse como subproducto e ir a una empresa B. Donc, comment est géré ce sous-produit? Donc, une fois qu'il est produit, soit il est utilisé, il est directement envoyé pour un traitement, soit il est utilisé par un récepteur comme sous-produit. Hay mucha normativa, tanto europea como española como catalana, que define el subproducto y a menudo estas normativas han entrado en contradicción. Donc, il y a beaucoup de normes, de lois qui régissent les sous-produits, que ce soit européennes, catalanes ou espagnoles. Et du coup, souvent, il y a des conflits, des contradictions entre les différentes définitions. Pero la normativa que nos afecta actualmente es la ley española del año 2011. Mais la loi que l'on considère est la loi espagnole de 2011. La ley española, en su artículo 4, define lo que es un subproducto y se parece mucho a la definición catalana. Donc, cette loi qui définit le sous-produit ressemble énormément à la loi catalane. Lo que sí que deja muy claro es cuáles son los 4 requisitos que debe cumplir un residuo para ser un subproducto. Elle définit très clairement 4 prérequis où un déchet peut être considéré comme sous-produit. Que son que debe ser utilizado ulteriormente, Donc, pour commencer, que le déchet doit être utilisé ultérieurement, que la sustancia debe utilizarse directamente sin ninguna transformación previa, que cette substance peut être utilisée directement sans nécessité de transformation différente de la pratique industrielle habituelle, que la sustancia debe generarse como parte integrante de un proceso de producción, qu'elle doit être issue d'un procédé de production, y que esa sustancia debe cumplir con todos los requisitos que cumple la materia primera que está sustituyendo. Et que son utilisation doit être conforme avec les exigences relatives au produit. ¿Cómo se gestiona un subproducto? Para que un residuo se pueda gestionar como un subproducto, hace falta cumplir estos 4 requisitos y que disponga de una resolución de la Agencia de Residuos que lo declara como subproducto. Alors, comment gérer un sous-produit? Donc, afin que le déchet puisse être géré comme sous-produit, il est nécessaire que certains prérequis qui ont été décrits soient respectés et qu'on dispose d'une décision de l'Agence des déchets de Catalunya qui le déclare comme sous-produit. Para obtener esta resolución, las empresas deben presentar una serie de documentación, que es una memoria explicativa de cómo pasa este residuo a ser subproducto. Donc, les documents à présenter par les entreprises, par les industries pour obtenir cette autorisation sont les suivants. Donc, une demande d'un mémoire explicatif du producteur et du destinataire. Deben presentar un análisis del residuo en caso de que éste no se pueda identificar mediante una simple observación. Une analyse du résidu dans le cas où ce dernier ne puisse pas être identifié via une simple observation.
En aquellos casos que exista una normativa específica que afecta a la gestión del residuo, debe realizarse una consulta a la administración competente. Dans les cas où il existe une norme spécifique qui affecte la gestion du déchet, il faut réaliser une consultation auprès de l'administration compétente. Y con toda esta información, la Agencia de Residuos emite una resolución declarando favorable o desfavorable la gestión del residuo como subproducto. Et l'Agence des déchets de Catalogne évalue techniquement ces documents et émet une décision, une ordonnance déclarant un avis favorable ou défavorable sur la gestion du déchet en tant que sous-produit. Aquí os presento unos datos de los últimos años, precisamente el año 2018. El 3,97% de los residuos industriales declarados se han gestionado como subproductos en Cataluña, lo que representa más de 150.000 toneladas de residuos. Donc, quelques données de sous-produits en Catalogne. Donc, en 2018, presque 4% des déchets industriels ont été déclarés et gérés comme sous-produits, ce qui représente plus de 151 000 tonnes de déchets. Por tanto, con estos números podemos concluir que el subproducto es una herramienta útil que favorece la valorización de los residuos industriales en Cataluña. Et du coup, on peut voir que la gestion en tant que sous-produit est un outil très utile qui favorise la valorisation des déchets industriels en Catalogne. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión de un residuo como subproducto? Alors, quels sont les avantages de la gestion des déchets en tant que comme sous-produit? Para empezar, la reducción del consumo de recursos naturales. Sabemos que uno de los principales problemas para las economías del mundo en los próximos años será la escasez de materiales claves, de critical raw materials, para diferentes sectores estratégicos. Donc, d'abord, c'est la réduction de la consommation des ressources naturelles, puisque un des principaux problèmes pour l'économie mondiale dans les prochaines années va être le manque de ces matériaux clés dans différents secteurs stratégiques. Otra ventaja es que aprovechamos recursos que actualmente van a los vertederos. Tenemos que pensar que la disposición controlada representa el 15,26% de la gestión de los residuos industriales en Cataluña. Un autre avantage, c'est la réutilisation des ressources qui normalement devraient aller qui allait avant en décharge. Et la mise en décharge contrôlée représente 15,26% de la gestion des déchets de l'activité industrielle en Catalogne. Estamos perdiendo recursos y tenemos que aprovecharlos. On est en train de perdre des ressources et on doit en profiter. Otras ventajas es que estamos trabajando con proveedores locales, el residuo se genera y se utiliza en un mismo territorio y esto supone una reducción de las emisiones de CO2. D'autres avantages, notamment, c'est qu'il y a des fournisseurs locaux et donc une réduction des émissions de CO2. Hay una exención en la formalización de documentación de control y seguimiento porque deja de ser un residuo y se convierte en un producto. Il y a une exonération de la formalisation des documents de contrôle et de suivi puisque le déchet devient un sous-produit. Hay un ahorro económico tanto en la reducción de costes de eliminación, no tienes que pagar por entrar el residuo al depósito ni por tratarlo, y evidentemente hay un ahorro económico en la compra de las materias primeras. Donc il y a une économie dans la réduction des coûts d'élimination via décharge, traitement, incinération et également du coup dans l'achat de matières premières. Y evidentemente se identifican oportunidades y mejora de la productividad, lo que significa una sinergia del producto y en resumen una economía circular de base. Et grâce à ça, on peut identifier des opportunités et améliorer la productivité, ce qui veut dire une bonne synergie du sous-produit dans le cadre de l'économie circulaire. ¿Y dónde encontramos los subproductos en Cataluña? ¿Dónde podemos buscar dónde están los subproductos y cómo aprovecharlos? En Catalogne, comment on peut savoir, comment on peut trouver ces différents sous-produits? Pues desde el año 1992 existe lo que conocemos como la Bolsa de Subproductos y Materias Primeras de Cataluña. Depuis 1992, il existe une bourse de sous-produits et de matières premières de Catalogne. Aquí tenéis los enlaces por si queréis mirar cómo funciona la página web.
Ici, vous avez les liens si vous voulez regarder et jeter un coup d'œil de comment fonctionne cette page web. ¿Qué encontramos en la bolsa de subproductos? Encontramos todas las ofertas de residuos que ponen en públicos los productores. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve toutes les offres de sous-produits. Y encontramos todas. Ay, perdón. He tocado algo, ¿verdad? Ahora. Y encontráis todas las demandas que estos mismos productores piden como subproductos. Et vous trouvez également toutes les demandes que les producteurs ont. Y encontramos retos y oportunidades. Los retos son aquellos recursos industriales disponibles pendientes de valorizar material o energéticamente. Et on y trouve également des défis, des opportunités. Alors, sur les défis, on trouve ressources industrielles disponibles à valoriser, que ce soit matière ou énergie. Y aquí hacemos una llamada muy explícita al mundo académico, que son los que tienen el conocimiento para ver cómo este tipo de materiales que van a depósitos se pueden valorizar. Et là, il y a clairement une demande explicite au monde académique pour nous aider à proposer des idées pour mieux valoriser ces sous-produits. Y esto lo identificamos como una oportunidad de transferencia de tecnología y procesos desarrollados por el mundo académico hacia las empresas. Et du coup, ça, c'est identifié aussi comme une opportunité puisqu'on va pouvoir faire un transfert de technologie et de procédés du monde académique vers le monde industriel. Hay muchas maneras de buscar un subproducto a través de diversos buscadores, como puede ser por palabra o por población. Donc, afin de chercher un sous-produit, on peut le chercher par mot, par ville. Hay un apartado de preguntas frecuentes y lo que es muy importante, cada vez se incorporan nuevos materiales, nuevos tipos de residuos que pueden ser subproductos, como las aguas industriales, los lodos de depuradora, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o los residuos procedentes de la industria agroalimentaria. Il y a également une foire aux questions. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a des nouveaux matériaux qui apparaissent, tels que les eaux résiduaires industrielles, des bouts de stations d'épuration, des déchets électroménagers ou encore des effluents agroalimentaires. Y dentro de esta bolsa encontramos un proyecto muy interesante que lo que hace es potenciar y facilitar la economía circular y la simbiosis industrial en Cataluña. Et on y trouve également un projet qui s'appelle Porta, qui va faciliter en fait l'économie circulaire et la symbiose industrielle en Catalogne. Y este es el proyecto Porta, que es un paso adelante hacia un modelo descentralizado, más orgánico y ligado al territorio y que debe responder a las necesidades reales del ecosistema industrial. Donc, il s'agit du projet Porta, qui est un pas vers un modèle décentralisé, plus biologique, ancré dans le territoire et répondant aux besoins réels de l'écosystème industriel. Este proyecto tiene el objetivo de dejar evidencia del esfuerzo de las entidades de proximidad en pro de la economía circular, con una visión local, para abrir una puerta a la colaboración en un ámbito territorial superior, que sería Cataluña, y que permite el cierre del círculo del residuo hacia el recurso. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de mettre en évidence l'effort des entités de proximité au bénéfice de l'économie circulaire, avec une vision locale pour ouvrir une porte à la collaboration à un niveau territorial supérieur, à savoir la région de Catalogne, et permettre de boucler le cycle des déchets et que ce dernier devienne une ressource. Por tanto, como resumen y como visión general, el objetivo es incrementar las posibilidades de introducir los recursos sobrantes industriales de nuevo en el sistema, reduciendo el impacto medioambiental y de las actividades productivas al dar una segunda vida a estos residuos que de otra manera estamos seguros que acabarían en el vertedero o, en el mejor de los casos, en valorización energética. Donc, de manière générale, la vision globale est d'augmenter les possibilités de réintroduire des ressources résiduaires industrielles dans le système,
afin de réduire l'impact environnemental et en donnant une seconde vie aux déchets générés qui auraient été envoyés en décharge ou, dans le meilleur des cas, en valorisation énergétique. La economía circular nos pone delante de un cambio de paradigma y si hablamos de residuos, parafraseando al director de la Agencia de Residuos, podemos decir que un producto se convierte en un residuo cuando se tiene voluntad de desprenderse de él, no antes. Donc l'économie circulaire a comme conséquence un changement de paradigme et si je paraphrase le directeur de l'Agence des déchets de Catalogne, un produit se transforme en déchet dès lors qu'on a la volonté de le jeter. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. C'est tout pour moi et merci de votre attention. Muchas gracias, María, por esta presentación tan interesante. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va inspirer donc beaucoup de personnes. Donc cette initiative qui a été mise en place en Catalogne et qui fonctionne très bien, qui donne beaucoup d'idées. Donc merci. Mailing, la traducción, ¿ok? Bueno. Antes de, bueno, no sé si hay algunas preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas a María. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pardon. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, donc, on a 5 minutes pour des questions. Mais je voulais juste vous poser une question à María concernant en fait le fait entre 2011 et actuellement, donc 2011 où ce système a été mis en place, il y a eu en fait une réduction dans la quantité des déchets qui ont été donc traités. Et donc je voulais te demander, María, quelle est en fait bon, même si j'imagine un peu la réponse, mais quel est en fait qu'est-ce qui a donc fait créer ça? Tu micrófono está apagado, María. Vale. Ya. El problema es que cuando apareció la normativa estatal el año 2011, como os comentaba, entró en contradicción con la normativa catalana que teníamos hasta ese momento. Y a día de hoy aún estamos aclarando esta contradicción y hay una inseguridad por parte de las empresas de cuál es el trámite más adecuado para ellos. Y lo que sucede, ce qui se passe, comme explique Maria, c'est qu'en fait, en 2011, donc, cette normative, donc la loi est arrivée, donc est rentrée en contradiction avec la normative, la loi catalane, et donc cela crée des problèmes. Et donc c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans d'autres domaines. Il y a vraiment les lois, en fait, les lois locales et les lois européennes, donc peuvent être en opposition, et donc c'est ça la difficulté qui. Y una cosita más, los requisitos establecidos en la normativa española son mucho más restrictivos que los que teníamos en la normativa catalana y dejan fuera algunos residuos que nosotros sí que declarábamos como subproductos, pero con los nuevos requisitos no se pueden declarar como subproductos. Et aussi, donc, cette loi européenne donc, est beaucoup plus stricte que la loi catalane qui existait déjà et donc, du coup, laisse de côté beaucoup de déchets qui pouvaient être considérés, qui avaient ce statut de sous-produit, ne l'ont plus aujourd'hui. Donc, c'est la problématique. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Nous pouvons passer donc à la table ronde. Donc, je ne sais pas si aussi parmi les intervenants, si vous avez des questions pour Maria, allez-y, avant de passer à la table ronde. Oui, moi, je veux bien faire une petite question à Maria. Donc, moi, c'est Marion Cresse, bonjour à tous. Maria, tu mentionnais le fait que dans ce principe d'économie circulaire, les produits doivent être pris tels quels, non transformés pour être utilisés dans d'autres industries.
pourquoi avoir choisi de ne pas considérer ces transformations, l'intermédiaire de transformation d'un produit vers un autre? Pourquoi ça a été exclu? Et est-ce qu'à l'avenir, vous pensez étendre votre démarche à cette possibilité de transformer les matières pour les rendre accessibles à un autre industriel, mais sous une autre forme? Par exemple, transformer des résidus de carton qui aujourd'hui ne sont pas recyclables en fuel pour faire un biocarburant, par exemple. Vale. La normativa europea y española, pero viene de una directiva europea, deja muy claro que el residuo que se utiliza como subproducto no puede sufrir una transformación previa. Te dice que el residuo tal y como sale del productor A debe utilizarse tal cual por la empresa B. Si sufre esa transformación previa, tiene que sufrirla a través de un gestor de residuos. Por tanto, ya no estamos hablando de un subproducto, sino que estamos hablando de una gestión de residuos que produce un producto y luego se va a una empresa. Además, bueno, tradúceme esto, Diana, si quieres. Oui, en fait, ce qu'elle dit, c'est la directive européenne, même si la loi, la directive espagnole dit la même chose, c'est la directive européenne qui dit qu'un sous-produit ne doit pas, pour pouvoir garder le statut, enfin être considéré comme tel, ne peut pas être transformé. Et donc, c'est pour ça. Además, habéis visto que uno de los requisitos que os comentaba que debe cumplir un subproducto es que salga de un proceso de producción, un residuo de un proceso de producción. Este cartón que comentabais probablemente no sea parte de un proceso de producción, sino que sea un embalaje, por ejemplo. Por tanto, este cartón no sería considerado un residuo del proceso de producción, por tanto, no se podría considerar un subproducto. Également, c'est aussi le fait que ce sous-produit, il doit être issu directement d'un processus de production et pas être, par exemple, dans le cas comme tu disais, Marion, de carton, ça pourrait être plutôt de l'emballage et donc ça ne peut pas être considéré comme tel. On voit bien du coup qu'aujourd'hui, la réglementation européenne, elle favorise cette économie circulaire à l'échelle des industriels, entre industriels, mais dès que ça passe sur les consommateurs, là, il faut que les gestionnaires de déchets, ils interviennent, et du coup, ça devient vraiment un déchet en tant que tel. Et après, c'est beaucoup plus difficile de faire sortir cette matière du statut de déchet. Là, on a vraiment des vraies problématiques et des démonstrations importantes à faire pour les réintégrer dans des cycles d'usage, je pense. Sí. C'est ce passage, en fait, par le consommateur qui fait qu'il y a une difficulté. Sí, totalmente de acuerdo. Très bien. Donc, je pense que nous pouvons passer, merci pour ces questions, je pense que nous pouvons passer à la table ronde. Donc, je demande, s'il vous plaît, donc il y a Monsieur Heras, qui doit être par là, oui, il est là, il est connecté, donc on va pouvoir… Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer la table ronde. Donc, s'il y a des questions, s'il vous demande aux participants, donc vous pouvez évidemment les poser. Donc, j'avais envie donc, tout d'abord de vous demander en fait un avis donc sur ce que Maria nous a présenté. Donc, Monsieur Heras, en tant que représentant donc d'une collectivité locale, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées, pardon?
Est-ce que ces initiatives donc, qui ont été mises en place en Catalogne? De façon plus générale, ce dont on se rend compte, c'est que si le législateur n'impose pas à l'ensemble des acteurs de traiter ces déchets et en tout cas de les considérer, les choses n'avancent pas. Je me rends compte dans la collectivité, là, on a un gros problème qui va arriver dans les années à venir, c'est l'augmentation de la taxe, la TGAP sur les déchets enfouis. Et donc ça nous oblige à inventer et à avoir comment dire une politique innovante et anticipée. Malheureusement, c'est comme ça, voilà. Mais c'est un peu ce que montre la présentation, c'est que le législateur a imposé des choses et c'est quand on se voit dans l'adversité qu'on commence à réfléchir, à trouver des solutions. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une multitude de déchets et on parle pas assez souvent du traitement en amont. C'est comment ne pas produire ces déchets. Pour moi, c'est la première des étapes. Alors, c'est peut-être un peu hors contexte sur la présentation, mais c'est vrai que les éco-organismes ont un vrai rôle à jouer sur les industriels et sur comment voilà, on relie finalement celui qui va traiter les déchets avec celui qui les produit bien avant toute cette chaîne. Vous avez le micro. Merci. María, pues. Totalmente de acuerdo con Guillaume. El mejor residuo es el que no se genera. Por tanto, la prevención de residuos es la clave para no encontrarnos con residuos que no sabemos cómo tratar. Tout à fait d'accord avec Guillaume. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas créé. Et après, on se retrouve donc avec des déchets qu'on ne sait pas comment traiter. Por tanto, el ecodiseño, una producción más sostenible, nos evitará que generemos residuos que tengan que ir a vertedero, teniendo en cuenta que en Cataluña la tasa de vertedero cada año se incrementa y cada año será mucho más caro llevar los residuos a vertedero en vez de tratarlos correctamente. Donc, c'est l'éco-design vraiment qui va aider donc à éviter tout ça. En Catalogne, le taux de résidus qui sont des déchets qui sont envoyés en décharge augmente chaque année. Et donc, voilà, avec les problèmes qu'on connaît, ça va coûter de plus en plus cher. El objetivo de Cataluña es llegar a que los residuos no vayan nunca a vertedero, sino que todos tengan un tratamiento, valorización material o energética viable y no ir a tratamiento, cerrar los vertederos. Y por eso, si tienes que pagar muchísimo, ya pensarás cómo hacer residuos que tengan una valorización. Donc, l'objectif pour la Catalogne, c'est d'éviter complètement d'arrêter d'envoyer des déchets en décharge. Et donc, si ça te coûte plus cher, évidemment, si ça coûte plus cher, les gens vont être obligés d'arrêter, de chercher des solutions. Merci. Donc, je ne sais pas si oui, nous, par exemple, pour vous donner des chiffres, on enfouit 55 000 tonnes par an sur la collectivité du Grand Narbonne. La taxe va passer de 23 € à 65 € dans 4 ans. Donc, ça fait 2 millions € de plus par an de taxes à payer. Ça représente 10% de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères en plus. Voilà. Nous maintenant, l'objectif sur la collectivité, et on travaille bien sûr avec la région sur le plan déchets, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec Citeo, avec tous ces organismes qui nous aident à anticiper. Donc on va mettre en œuvre un schéma directeur pour la collecte des fermentescibles. Donc à la fois sur les gros producteurs et à la fois
poids sur le grand public. Alors, on a travaillé, alors Marion Crest pourra en parler depuis des années avec vous aussi, Diana, sur l'INRA, sur comment traiter ces fermenticibles pour les gros producteurs. On a, grâce à la recherche, on a pu adapter nos décisions. Et c'est vrai que la collectivité, qui est le dernier acteur de la gestion des déchets, peut s'appuyer sur les chercheurs, peut s'appuyer sur tous les planificateurs et notamment la région. Notre difficulté, elle vient aussi de la collecte. Elle vient aussi de la comment dire, du geste du citoyen. Toute la population n'est pas prête à avoir. Quand on a un industriel, finalement, on a un interlocuteur, il produit beaucoup de déchets et il est facile d'adapter derrière tout le schéma industriel, de qualifier les déchets, d'échanger, d'avoir des allers-retours. Quand on a la population, tout le monde a un geste différent. Donc, on a des problèmes de collecte, on a des problèmes de simplification du geste de tri et finalement, la partie qui scientifiquement est la plus difficile, elle serait à la rigueur la plus facile pour nous. Voilà, parce qu'on sait qualifier le déchet. La difficulté, c'est pour les collectivités, c'est de le capter, de le récupérer, de le stocker, de le transporter. C'est celle-là qui coûte cher. Pour une collectivité, la collecte, elle coûte 60% des charges à peu près. Et la valorisation, l'enfouissement, c'est 40%. Voilà, quelques chiffres. Diana, j'ai une petite question, éventuellement pour Maria. Donc c'est Patrick Lacroix-Desmazes. J'ai une petite question concernant, par exemple, elle a. Oui, j'allais juste te demander si au niveau de la traduction, ça avait été fini pour Maria. Parce que comme il y a Mailing qui traduit en simultané, avant de poser ta question, c'est... Oui, c'est bon. C'est bon, Diana. Merci. Tu peux y aller, oui. Pardon. D'accord. J'avais une petite question pour Maria. Elle a évoqué les matériaux critiques, par exemple le cobalt pour les batteries lithium-ion. Compte tenu qu'on ne peut pas transformer, qu'elle ne veut pas transformer les matériaux, comment gère-t-il ce type de déchets ou de sous-produits si par exemple des batteries arrivent, il y a forcément un pré-traitement, un traitement. Donc comment gère-t-il ces cas-là? Tu micrófono, María. El mundo de las baterías es un mundo que ahora se está trabajando muchísimo, porque tenemos baterías de muchos tipos distintos de sustancias, todos los aparatos eléctricos y electrónicos, los vehículos, y estamos trabajando porque actualmente en Cataluña tenemos planta para tratar las baterías de níquel-cadmio, pero no las de litio. Traduce esto, Diana, si quieres. Le monde donc des batteries, en effet, c'est un monde donc très vaste, très important. Donc en Catalogne, ils sont actuellement beaucoup de projets là-dessus, et donc ils sont des solutions pour traiter les batteries donc qui contiennent du nickel et du cadmium, mais pas celles avec du lithium. Y estamos trabajando en varios proyectos para instalar una planta que pueda tratar estas baterías de litio, que son perdón, las que tienen los vehículos eléctricos y las que tienen muchos aparatos eléctricos y electrónicos y que tienen sustancias que nos tenemos que ir a la otra punta del mundo a buscar y que aquí las tenemos verdaderas minas de sustancias que estamos desechando. Et donc, ils travaillent pour pouvoir monter une installation pour traiter ce type de batteries qui contiennent du lithium, parce que comme elle dit, donc, on a beaucoup de ressources sur place et aujourd'hui, on va aller chercher ces substances qui sont donc rares, on va les chercher de l'autre côté de la planète. Merci. Donc, on va peut-être, donc, je vais profiter donc, Monsieur Heras nous parlait donc de l'importance de la recherche
dans les initiatives qui s'essayent de mettre en place ou qui sont déjà mises en place à Narbonne. Et donc, je voudrais passer donc justement à qu'on puisse discuter sur quelle est la place en fait de la recherche en économie circulaire en région. Donc, avant de donner la parole donc à un chercheur, à Patrick, je vais d'abord donc demander son avis donc à Marion Crest, qui est nouvellement donc arrivée à Narbonne avec le Bioresource Lab. Donc, quel est ton avis? Merci. Oui, moi je pense que la place de la recherche, comme on le disait tout à l'heure, comme l'a expliqué Maria, elle est cruciale pour pouvoir mettre en œuvre cette économie circulaire, pour trouver des nouvelles solutions, pour soit alors directement entre entreprises, soit en passant par des transformations et donc des transformateurs, des gens qui vont démanteler, transformer, reconstruire, remettre à disposition. Et donc oui, comme dit Diana, je viens juste d'arriver dans la région, donc je ne connais pas encore très bien l'écosystème de recherche, mais j'ai déjà une perception hyper positive parce que je me rends compte qu'il y a énormément d'entités de recherche aujourd'hui sur le territoire qui ont un très haut niveau d'expertise, qui ont déjà à disposition des plateformes technologiques, qui ont des moyens considérables et qui ont un rayonnement international. Que ces entités de recherche ont une sensibilité forte par rapport à l'économie circulaire, la bioéconomie, donc la transformation de la matière organique vers des matériaux qui seraient biosourcés et qui pourraient substituer les produits pétro-sourcés, et également une grande sensibilité sur l'éco-conception et aussi sur l'évitement de l'impact environnemental de tous ces procédés. Le développement de procédés plus écologiques nécessite de forcément évaluer l'impact environnemental qu'ils vont générer au global et le bénéfice que ça va apporter. Donc, je trouve que c'est hyper positif d'avoir déjà en place cet écosystème. Ce que je constate aussi, c'est qu'il existe des entités sur le territoire qui favorisent le transfert de technologies, comme les SAT, les sociétés d'accélération de transfert technologique, comme les entités de valorisation de la recherche, ou des entités des personnes qui sont vraiment dédiées à développer des partenariats avec les industriels. Donc, je ne sais pas si ça marche très bien. Je n'ai pas encore l'idée de savoir quels sont les blocages, les points de blocage, mais je vois qu'ils existent et j'ai déjà eu des contacts avec eux et je vois qu'ils sont très moteurs, très dynamiques. Ce que je vois également, c'est que finalement, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui existent sur le territoire et qui sont aussi sensibles à ces thématiques-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un écosystème très favorable pour pouvoir réaliser des grandes choses. Et enfin, je vois que la région est hyper motrice en termes de vision politique et d'ambition dans la mise en place de ce type-là de nouveaux paradigmes, et que certaines collectivités sont également très motrices. Comme le disait M. Heras tout à l'heure, moi je trouve ça incroyable qu'au Grand Narbonne, il soit si investi dans le développement de nouvelles méthodes, de nouvelles solutions de valorisation qui vont inclure vraiment les parties prenantes, les citoyens, pour limiter la mise en décharge. Et je suis vraiment ravie de pouvoir du coup y contribuer. Donc voilà, après ce sur quoi j'ai pas vraiment de vision aujourd'hui, c'est les mécanismes en fait d'aide pour pouvoir faire émerger ces collaborations et ces solutions. Je sais qu'il y a quelques appels à projets qui sont liés à l'économie circulaire. Par exemple, on a travaillé avec Diana là, pour répondre à un appel à projet de la région pour des plateformes de recherche et d'innovation et qui inclut des industriels. On a pu en bénéficier et du coup, j'en profite pour remercier la région de faire confiance à l'INRA et à Suez pour développer ces nouvelles solutions. Mais après, voilà, aujourd'hui, je me pose la question de savoir quels sont les vrais mécanismes qui sont existants pour pouvoir implémenter, démontrer et faire évoluer un petit peu les habitudes et les réglementations aussi, puisqu'il faut les démontrer, les nouvelles solutions, pour qu'elles soient acceptées. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Est-ce que vous qui connaissez mieux le territoire, vous avez une perception, une compréhension sur les difficultés qu'on aurait, que vous auriez aujourd'hui? Justement, on va passer donc la parole à Patrick qui va pouvoir nous donner son point de vue de chercheur. Et donc Patrick va aussi partager avec nous. Donc il coordonne en fait un projet européen pour recycler en fait les métaux. Donc je ne sais pas si vous préférez d'abord donc répondre à Marion. Donc
Partagez avec nous, en fait, quelles sont les difficultés en tant que chercheur qui vous rencontrez, donc pour monter ce type de projet. Ok, alors je vais essayer de partager. Et ensuite, on pourra discuter, vous pourrez, ou quand vous voulez, si vous voulez, vous pourrez d'abord nous présenter votre projet. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Vous pouvez mettre un diaporama. Je vais essayer de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de présenter le projet et d'y répondre en même temps. Voilà. Donc effectivement, moi je suis chercheur à l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier. Je suis chercheur CNRS et j'anime une équipe sur la synthèse des polymères et j'anime un département sur la chimie des matériaux macromoléculaires. Donc l'Institut Charles Gerhardt, c'est un gros institut de chimie focalisé sur les matériaux et qui s'inscrit dans le pôle chimie Ballard à Montpellier. Donc l'Institut Charles Gerhardt, c'est environ 450 chercheurs, environ 200 permanents et environ 200 étudiants, etc. Donc ça fait beaucoup de monde. Le pôle chimie Ballard, c'est encore plus grand. Et on s'intéresse évidemment à l'économie circulaire de plus en plus. En fait, notre recherche, elle s'inscrit dans le Green Deal, c'est-à-dire le pacte vert européen, qui a été initié fin 2019. Et ce pacte vert européen, alors évidemment, sur l'économie circulaire depuis longtemps, dans le cadre de la chimie des matériaux, on a développé la chimie durable depuis une quinzaine d'années. Mais vraiment, ce pacte vert européen, pour nous, c'est un signal fort d'appui à la recherche et d'aller vraiment beaucoup plus loin. Donc, pour ça, on a des outils aussi. On a les instituts Carnot. Donc, notre équipe fait partie d'un institut Carnot, l'Institut Carnot Chimie Ballard Cirémat, entre Montpellier et Toulouse. Et cet institut Carnot a un de ses départements concerne la chimie et les développements durables. Donc, on est vraiment au cœur de l'économie circulaire et en particulier pour les matériaux en ce qui nous concerne. La chimie des matériaux, nous, donc, on travaille sur les polymères et composites. Dans le langage commun, on dirait plutôt les plastiques. Et dans l'économie circulaire, eh bien, on peut trouver aussi l'économie circulaire des plastiques. Alors, l'économie circulaire des plastiques, je pense que quand vous entendez ça, vous avez plutôt tendance à penser au recyclage des déchets plastiques, mais ce n'est pas que ça. Et au niveau de la recherche, on fait beaucoup plus que ça. Le recyclage des plastiques, ça se travaille depuis une trentaine d'années, mais nous, on fait beaucoup plus. On travaille sur le biosourçage des matériaux plastiques. Donc, on travaille sur l'utilisation de ressources renouvelables, donc non pétrochimiques. Et puis, on travaille sur des procédés aussi qui sont moins énergivores, travailler avec des solvants propres dans l'eau, dans la CO2 supercritique, je vais vous en parler tout à l'heure. Utiliser des substances moins dangereuses, donc substituer des produits, par exemple des isocyanates qui sont utilisés pour des polyuréthanes, des plastiques. Et ces substances sont dangereuses, donc on travaille à la substitution aussi de ces substances. On travaille à des matériaux auto-réparants qui sont reprocessables aussi et biodégradables. Donc voilà, on est complètement inscrit dans ce pacte vert européen. Voilà pour l'introduction sur un petit peu la recherche telle que nous, on la voit, en tout cas au niveau de l'Institut Charles Gerhardt. Alors après, vous m'avez demandé, je vous remercie pour votre invitation à présenter ce projet Supermet qui peut-être peut illustrer effectivement notre démarche, nous, dans le pacte vert européen. Donc ce projet Supermet, il consiste à recycler les métaux précieux à partir de catalyseurs usagés. Donc des catalyseurs qui typiquement sont utilisés dans les raffineries pétrolières, mais c'est aussi, par exemple, les pots catalytiques de voitures qui sont un volume énorme de catalyseurs et dans lesquels on trouve des matériaux critiques. Donc Maria a tout à l'heure parlé des matériaux critiques. Eh bien, les matériaux critiques que l'on trouve dans les pots catalytiques, ce sont les métaux de type platinoïde, c'est-à-dire le platine, le palladium et le rhodium. Il faut savoir, par exemple, que le prix du palladium, il est équivalent au prix de l'or, même parfois un peu plus cher que l'or. Donc, c'est vraiment très important d'aller chercher ces métaux.
Donc ce projet, pour vous montrer l'importance effectivement du relais au niveau régional, je ne vais pas vous raconter toute l'historique de ce projet, mais une partie importante, ça a été un contact avec des gens de l'ADEME à la région, à Montpellier, avec qui j'ai discuté des projets de recherche que l'on avait et des outils de financement que l'on cherchait. Je leur ai présenté cette idée de projet. Ils m'ont dit, eh bien, ça tombe bien, il y a un appel à projet européen, donc c'est ERAMIN, donc c'est un outil européen de financement de la recherche, soutenu par l'ANR en France et tous les pays européens qui y participent, leur agence nationale cofinance. Et c'est un cofinancement de l'Horizon 2020, donc des programmes européens. Donc ce projet, il a pu naître finalement grâce au contact que j'ai établi avec les personnes de l'ADEME qui m'ont aidé pour le lancement. Donc l'objectif de ce projet, c'est de prendre des catalyseurs usagés. Donc ça peut être un pot catalytique de voiture, par exemple. Pot catalytique de voiture, je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie, mais ce sont des catalyseurs supportés, ce sont des céramiques poreuses, dans lesquelles on trouve plusieurs dizaines de grammes pour chaque pot catalytique de voiture, de métaux précieux, donc je vous ai dit le palladium, le platine, le rhodium. Et ces catalyseurs, eh bien, ils sont traités industriellement déjà, donc le recyclage existe déjà, mais ce sont des recyclages qui reposent sur des procédés qui sont pyrométallurgiques, donc à très haute température, plus de 1000 degrés, ou hydrométallurgiques avec des solutions aqueuses nitriques, donc acides. Et tout cela génère, alors c'est très énergivore pour la pyrométallurgie, et ça génère des effluents aqueux toxiques dans le cas de l'hydrométallurgie. Et donc, il est important de trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement. Donc, le projet Supermet, lui, il propose d'utiliser le CO2, donc le CO2 que vous avez autour de vous, hein, qui est un gaz, mais quand on le met sous pression, on obtient un fluide supercritique qui a des capacités de solvant, et on va pouvoir, grâce à ce solvant supercritique, CO2 supercritique, aller chercher les métaux d'intérêt dans le matériau. L'intérêt, en plus de ce type de procédé, c'est que le CO2 est gazeux, et donc en fait le matériau ne va pas être détruit, donc c'est une méthode non destructive, et on peut récupérer ensuite les métaux d'intérêt. Et notre contribution dans ce projet, c'est que nous sommes capables de synthétiser les polymères. Donc le CO2 est un solvant, mais qui n'est pas capable d'aller chercher les métaux par lui-même, donc il lui faut des additifs, et nous, on synthétise des additifs qui vont être solubles dans ce solvant fluide supercritique et capable d'aller chercher et complexer ces métaux. Voilà. Alors pour mettre au point, pour lancer ce programme, ce projet, il faut plusieurs compétences. Hein. La recherche est très collaborative. Je vous parlais tout à l'heure de l'Institut Carnot Chimie Ballard. L'Institut Carnot Chimie Ballard, c'est pour soutenir la recherche partenariale, c'est-à-dire la recherche entre les académiques et les industriels. Et là, ce projet ERAMIN, c'est la recherche académique et industrielle au niveau international. Et on est allé chercher des compétences différentes. Donc, on est allé chercher un partenaire allemand qui est la société Eraeus, qui est spécialiste des métaux précieux et qui, justement, industriellement traite, par exemple, les catalyseurs usagés pour récupérer les métaux. On est allé chercher un partenaire académique allemand qui est un Fraunhofer, qui nous a apporté la compétence de génie des procédés pour le scale-up la mise à l'échelle du procédé. On est allé chercher un partenaire roumain qui nous a permis de travailler sur l'analyse, donc c'est un laboratoire d'analytique, et puis une association française, Innovation Fluide Supercritique, qui vise à soutenir et à promouvoir l'utilisation des fluides supercritiques, qui est assez émergent, qui est très connu déjà pour la décaféination du café, par exemple. C'est un procédé d'extraction utilisé industriellement depuis une trentaine d'années, mais les fluides supercritiques sont des fluides pas forcément très bien connus et qui ont tout intérêt à être connus dans le domaine en particulier du recyclage. Et donc je coordonne ce projet au niveau de Montpellier avec l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Moi je suis basé à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, et chaque partenaire, vous voyez, est soutenu. Nous sommes soutenus par l'ANR, l'association est soutenue par l'ADEME, et les autres partenaires européens sont soutenus par leur agence nationale, ici le ministère de la Recherche en Allemagne. C'est un projet assez grand, vous voyez, et donc, je pense que c'est important, et c'était intéressant de voir la présentation de Maria, qui a parlé effectivement des matériaux critiques. Donc les matériaux critiques, les métaux critiques sont
sont bien dans le collimateur, hein, c'est-à-dire que vous avez les platinoïdes, palladium, platine, vous avez le cobalt avec les batteries, vous avez le platine encore avec les piles à combustible, c'est-à-dire la filière hydrogène, et toute cette filière de l'énergie qui est à la base de la croissance et du changement de paradigme dans nos nouvelles sociétés industrielles. Donc la filière hydrogène, la filière batterie pour l'énergie, tout cela comporte des nouveaux matériaux qu'il est indispensable de savoir traiter. Et donc, je pense que la recherche a toute sa place ici. Je voulais vous montrer un exemple. Donc ici, ce projet SuperMed, c'est sur les catalyseurs usagés. Et on est en train de réfléchir avec des partenaires, l'ADEME et l'ANR, et puis des partenaires européens, pour lancer des projets sur le recyclage des batteries, pour aller chercher le cobalt, et puis le recyclage des piles à combustible pour aller chercher le platine, par exemple. Il y a d'autres choses que l'on travaille aussi. On travaille aussi sur les effluents aqueux. Donc, on a beaucoup de possibilités, et je pense qu'effectivement, comme disait la personne avant, on a beaucoup de choses à faire en région pour faire avancer tout cela et pour augmenter les opportunités. Il ne faut pas simplement que ce soit un coup de chance, il faut vraiment qu'il y ait une structuration de la recherche partenariale en Occitanie pour cela. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, parfait, c'est très intéressant. Justement, avant de vous demander dans votre retour, je disais, sur les difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer en tant que chercheur pour monter les projets, nous avons une question. Donc, merci pour la présentation. C'était au sujet, quel est le TRL attendu en fin de projet? Alors, le TRL attendu en fin de ce projet SuperMed, c'est un TRL 4. Donc, on est sur du TRL bas, c'est-à-dire que les projets ANR sont des TRL plutôt bas, 2, 3, 4. Les TRL ADEME sont en général un peu plus élevés. Et nos partenaires allemands avaient une ambition TRL plus élevée, mais il faut voir que c'est de la recherche amont pour l'instant. Et c'est le rôle de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, de soutenir ce type de projet. La recherche que l'on fait là dans ce projet SuperMed, c'est vraiment de la recherche. Ce sont des procédés en rupture, complètement en rupture. Hein, je vous l'ai dit en introduction. Les procédés existent déjà au niveau pyrométallurgie, hydrométallurgie, mais ce sont des procédés qui reposent sur des dizaines et des dizaines d'années de connaissances des industries minières, de la métallurgie. Quand on veut développer des procédés en rupture, il faut du temps. Parce que les verrous scientifiques sont très nombreux et parfois ils apparaissent aussi pendant la recherche. Donc il faut du temps pour pouvoir monter ça. Merci beaucoup. Donc il nous reste 5 à 10 minutes s'il y a des questions ou sinon pour échanger. En fait, parce que comme je disais, l'objectif c'est de réfléchir ensemble pour décider en fait afin de monter des projets ou comment travailler ensemble pour que à la fin de ce forum, donc cet après-midi, comme vous le savez, enfin, dans le programme, il y a la plénière avec une synthèse de chacun des ateliers. Donc, si vous avez des questions, donc les participants ou les participants, enfin, les intervenants de la table ronde et les participants, vous pouvez les poser ou nous contacter. L'idée pour nous, dans le groupe de travail Recherche Innovation, c'est de pouvoir proposer, comme je le disais en début du workshop, décider en fait ou un plan d'action à la région pour justement essayer de voir s'il y a comme le disait Marion tout à l'heure, elle n'avait pas connaissance de tous les outils qu'il peut y avoir en région donc pour financer ce type de projet. Donc je voulais demander aux participants de la table ronde, d'après vous, où vous voyez en fait les priorités aujourd'hui en termes de recherche, hein, dans l'hypothèse en fait d'un appel à projet, quels domaines sont à privilégier en fait, à prioriser, à privilégier dans la mise en place d'un tel appel à projet. Alors, je peux dire 2 mots si vous voulez. Je pense que les matériaux critiques sont vraiment un domaine qu'il faut mettre en avant parce que c'est vraiment énorme le volume qui va arriver avec
avec les nouvelles technologies. Donc je pense que les matériaux critiques, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir comme objectif. Je pense qu'un objectif aussi, ce serait d'avoir un mapping, une identification claire en Occitanie des acteurs, que ce soit les producteurs de déchets, mais aussi les gens qui sont capables de traiter des déchets. Et cette identification des acteurs, tant au niveau de l'industrie que de la recherche, il est primordial pour pouvoir monter des projets collaboratifs. Vous voyez que par exemple dans le projet Supermet, j'ai été chercher des collaborateurs à l'étranger. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs en France, enfin les partenaires en France ont été difficiles à contacter et ont été frileux pour s'engager dans des procédés de rupture. Donc je pense qu'il faut plus avoir des contacts pour faire du réseautage. Le réseautage est à mon avis, insuffisant pour l'instant. On a les contacts primaires à l'ADEME qui nous permettent de démarrer, mais il manque quelque chose au niveau de la région, je pense, pour identifier les différents acteurs et les mettre en relation. Merci. Marion ? Ouais, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Patrick. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et j'aimerais rajouter que dans la chaîne de valeur, il faut aussi qu'on arrive à mieux se connecter aux utilisateurs aval, c'est-à-dire les personnes qui utiliseraient ces matières comme nouveaux produits. Moi, au quotidien, je suis vraiment beaucoup en contact avec les producteurs de déchets. Je travaille dans une entreprise qui a des capacités à traiter ces déchets-là, à les transformer et à développer des nouvelles solutions pour essayer de les réintroduire dans les cycles d'usage. Mais très, très souvent, ce qui est difficile à connecter, c'est les utilisateurs aval, c'est-à-dire ceux qui doivent aussi changer leur habitude en termes de sourcing, enfin d'approvisionnement de matières premières, qui doivent adapter peut-être leur process, qu'il faut aider à transformer, qu'il faut accompagner dans la transformation de leur mentalité vers de l'éco-design. Et ça, je trouve que c'est un verrou extrêmement important aujourd'hui. Et pour moi, ça passe par la nécessité de monter des projets collaboratifs avec des parties prenantes de toute la chaîne de valeur et dans une optique de démonstration, de pilote, par exemple, à l'échelle locale pour arriver à mettre en évidence les spécificités techniques adéquates de ces produits pour ces nouveaux utilisateurs et leur innocuité. Et pour que ces personnes-là, qui sont des intermédiaires industriels, qui vont remettre sur le marché des matières, puissent eux-mêmes démontrer à leurs futurs clients le bénéfice de cette nouvelle boucle circulaire. Les bénéfices environnementaux, les bénéfices sociétaux, les bénéfices peut-être économiques pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est des arguments qui aujourd'hui nous manquent cruellement. Donc vraiment une vision intégrée de la chaîne de valeur et une participation de l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur. Si me permites, Diana. Sí, adelante. Lo que comentaba Mariona ahora, os pongo un ejemplo en Cataluña de un proyecto que estamos empezando que intenta identificar a todos los actores de la cadena para tener la información de todos ellos y que no nos dejemos a nadie. Si me traduces esto, ahora explico el proyecto. C'est le projet qu'ils sont en train d'implémenter en Catalogne afin de bien identifier tous les acteurs de la chaîne de valeur et ne pas oublier personne. Uno de los flujos de residuos que sabemos que tienen más critical raw materials en ellos son los aparatos eléctricos y electrónicos. Donc, un des produits qui ont le plus de critical raw materials, ce sont les appareils électroniques. El problema es que los fabricantes no informan de qué materiales hay dentro de sus productos. Por tanto, este producto, cuando es un residuo y llega a los gestores de residuos, se encuentran con un móvil, pero no saben qué hay dentro de ese móvil para poder extraerlo y aprovecharlo. Le problème, c'est que les fabricants de ces produits-là n'informent pas sur les composants, sur ce qu'il y a dedans. Et donc, lorsque ce produit, par exemple, un téléphone portable arrive, au traiteur des déchets, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et ce qui pourrait être valorisable. Entonces, estamos impulsando un proyecto que obligue a los fabricantes del móvil a
mediante un dispositivo, decir qué hay dentro de su aparato para cuando éste llegue al gestor se pueda leer este dispositivo y el gestor sepa si vale la pena o no abrir este móvil, cómo abrirlo y qué se puede extraer para aprovechar. Donc, ce projet, ce qu'il va essayer de mettre en place, c'est que le fabricant puisse mettre cette information de façon rapide donc, dans ces produits-là. Donc, quand il va arriver chez le traiteur de déchets, il saura ce qu'il y a dedans, comment l'ouvrir et comment extraire en fait ces composants. Y esto lo estamos haciendo con un centro de investigación que en Cataluña se llama I2CAT, que es un centro de investigación pionero en temas de digitalización y de nuevas tecnologías, porque ellos tienen el conocimiento para poder poner en práctica este proyecto. Donc, ils sont en train de faire ça avec un centre de recherche qui a donc justement les compétences pour mettre en place ça. Je voulais juste, parce que nous avons une question, donc j'essaie d'arriver. Donc, quelqu'un, donc, bonjour. Il pourrait y avoir une problématique transversale liée au tri et à la valorisation des déchets ménagers, dont les biodéchets, de l'usager à l'utilisateur final, des aspects techniques, mais aussi des perceptions et d'acceptabilité sont cruciaux. Donc, c'est pour Marion plutôt. Je suis 100% d'accord avec vous. C'est des aspects qu'il ne faut absolument pas négliger. Le tout, ce n'est pas de trouver des solutions techniques, c'est vraiment de trouver des solutions qui vont être acceptables et qui vont effectivement générer moins d'impact, bien sûr, mais qui vont être acceptables par les utilisateurs. Et donc, du coup, dans les projets, c'est hyper important d'avoir des partenaires, souvent académiques, qui vont être capables d'évaluer ces impacts sociaux, sociétaux, l'acceptabilité des utilisateurs. Donc, il en existe pas mal des instituts qui sont spécialistes de ce genre-là d'études, de perception sociétale liées à des évolutions dans les chaînes d'usage. Je suis d'accord avec vous, c'est hyper important. Donc, nous allons devoir conclure. Il nous reste 2 minutes. Je voulais juste demander à Monsieur Herrat s'il voulait donc réagir là pour finir, pour conclure ce workshop. Donc, nous, on continue à recevoir vos idées. Donc, voilà. Donc, quelles sont pour vous les priorités, en fait, aujourd'hui, les domaines à mettre en avant dans la recherche, en fait, en économie circulaire? Quels sont pour vous les points qui devraient être traités en priorité? Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce dont vous avez parlé, c'est de en quelque sorte. Il y a de la proximité, il y a des moyens de recherche en Occitanie et de donner une réelle valeur à ces déchets pour que ce ne soit plus des déchets, mais en clair une matière première de consommation. Et donc, pour ça, il faut créer une réelle valeur ajoutée dans vos relations économiques. Et c'est vrai que le Bioresource Lab que nous avons la chance d'avoir à Narbonne, cet investissement d'un grand industriel, c'est aussi, un phare, et le rôle de la collectivité autour, c'est d'aider à ce que les acteurs se mettent en relation et le rôle des autres collectivités, donc je pense à la région et puis à l'ADEME, à l'État, c'est d'aider à faire que les projets démarrent et de la cohérence. Donc voilà, c'est de la mutualisation. De quoi ont besoin les collectivités, comment elles peuvent actionner la recherche, faire en sorte que la recherche soit locale sur les grands sites industriels. C'est toute cette symbiose-là. Et donc, ça ne se fait que par des relations humaines, par des acteurs. Il faut donc des compétences, il faut embaucher, créer tout ce relationnel-là et avoir ces acteurs sur le territoire. Merci beaucoup donc à tous les 4 et puis aussi aux participants à ce workshop. Donc nous allons arrêter à présent. Donc voilà, il est l'heure. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez des idées ou des questions à nous poser. Et puis l'idée c'est vraiment de créer le groupe, de continuer ce groupe recherche en économie circulaire, mais surtout de créer vraiment
une dynamique de recherche donc, sur des sujets, bon, évidemment les déchets organiques on traite, mais aussi sur les matériaux critiques, donc comme le travail qui est fait donc, par Patrick Lacroix, puisque ce sont des matériaux parfois qui ne sont pas pris assez en compte dans l'économie circulaire, mais que comme on le voit, merci Maria donc, de nous l'avoir rappelé. Et donc je pense qu'on va conclure et je reste connectée quelques minutes si vous avez des questions. Oui, on reste donc connecté. Merci. Merci à vous, Oui, merci beaucoup pour vos interventions, vos questions, vos réactions. Il y a un petit lien dans le chat pour un petit questionnaire sur cet atelier. Et puis n'hésitez pas à suivre les prochains rendez-vous. Il reste encore un atelier sur la recherche dans le domaine agroalimentaire et les modèles d'affaires qui ont été mis en place dans ce secteur. Et puis cet après-midi, la plénière de clôture. Voilà, merci. Merci.